Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. En application de l'état d'urgence sanitaire, les églises sont restées fermées ce dimanche. Les leaders religieux comptent utiliser les plateformes numériques pour véhiculer les messages aux fidèles chrétiens. En Zéro-Corée, après les violences enregistrées les 22 et 23 mars dernier, l'heure est à la réconciliation. Les communautés vivant dans la localité se sont retrouvées pour laver le linge sale en famille. Près d'1,4 milliard de nos francs, c'est le montant alloué à la commune urbaine de Bofa au compte de l'ANAFIC. Des chantiers sont lancés et le maire de la localité était sur les différents sites pour constater de visu l'évolution des travaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lutte contre le Covid-19. Les églises sont restées fermées ce dimanche. Les fidèles chrétiens ont prié à la maison. C'est en application de la mesure d'urgence sanitaire. Les leaders religieux comptent désormais faire passer leur message sur des plateformes numériques. Reportage Bernard Tanguilo. Cathédrale Sainte-Marie de Conakry, ambiance inhabituelle ce dimanche. Le lieu de culte passe sa première journée dominicale sans aucun fidèle. Pas de messe, cela ne s'était jamais produit depuis 1937, date de l'inauguration de cet édifice religieux. Dans toutes les paroisses, les retrouvailles sont interdites pour contrer la propagation du coronavirus. Pour maintenir le lien entre le clergé et les fidèles, l'archevêque célèbre la messe depuis sa chapelle privée, une prière retransmise à la télévision nationale. Bien sûr, les églises sont fermées, mais les cœurs de nos vies ne sont pas fermés. Donc on tient toujours ce contact avec le Seigneur. Dans notre église, des célébrations, donc si ce n'est pas en direct, mais en différé, où les prêtres vont célébrer les messes, on va différer cela donc sur les ondes au niveau de la télévision pour que les gens puissent suivre cela à partir de 10h et de 11h, ces émissions-là, pour que nous puissions vraiment maintenir le contact avec nos fidèles. Dans cette situation exceptionnelle, aucune confession chrétienne ne déroge à la règle générale. L'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée ferme aussi les portes de ses maisons de prière, à l'image de cette cathédrale de l'Église de la Réconciliation et Guérison, située en haute banlieue de Conakry. Ouverte à notre demande, l'intérieur laisse découvrir un hôtel vide et des gradins inoccupés. Des mesures d'accompagnement sont envisagées pour ne pas rompre avec le culte divin. Nous avons engagé tout le corps pastoral, nos pasteurs, à relayer le contenu de ces décrets au niveau de tous nos fidèles, en leur disant que les lieux de cultes habituels sont fermés. Et comme tel, chacun doit s'organiser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de communiquer à tous les niveaux, à distance, avec nos fidèles. Le décret de fermeture des lieux de culte n'est pas un décret d'interdiction de la prière. Nous devons continuer à prier, que ce soit en famille, que ce soit dans nos bureaux, partout où nous sommes, nous devons pouvoir continuer à prier. Et aussi, nous pouvons rester en contact avec nos pasteurs, en les regardant sur les vidéos, des messages qui vont être préenregistrés. Je crois qu'à ce niveau-là, la technologie nous offre d'énormes possibilités pour rester en contact. Même mesure envisagée par l'église anglicane, fermée en ce 5e dimanche de carême. À la place des prières collectives, l'évêque compte désormais faire des prédications à travers les réseaux sociaux. Nous avons salué cette décision de M. le Président de la République parce que cela y va à l'intérêt de nous tous. Donc l'église anglicane a accepté cette décision avec un cœur ouvert. Et comme nous avons 2 plateformes aujourd'hui que nous utilisons pour faire passer nos informations, nos communiqués au sein de la commune anglicane Guinée, et sur les réseaux sociaux, 2 groupes que nous appelons, un d'abord la chorale diocésaine, l'autre les anglicans de Guinée. Nous comptons utiliser ces 2 groupes
de réseaux sociaux pour pouvoir faire passer nos messages, pour que nos fidèles puissent savoir ce qui se passe. Avec l'absence des médias confessionnels dans le pays, les leaders religieux chrétiens misent beaucoup sur les réseaux sociaux et les médias d'État pour passer leurs messages de prédication, de prière et surtout des sensibilisations des fidèles pour contrer la propagation du coronavirus. 7 nouveaux cas confirmés ont été rapportés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce qui porte à 16 le nombre de personnes infectées à date par le Covid-19 en Guinée. À l'intérieur du pays, Farana s'inscrit dans la prévention. Des mesures de riposte se multiplient pour éviter la maladie. La surveillance est renforcée au niveau des points d'entrée de la préfecture. Reportage Ansoumane Toumani Camara. À Farana, un comité mixte de suivi est composé pour le respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays. Donc, tout le monde a adhéré. Nous sommes en train d'appliquer. Entièrement, c'est appliqué à Farana. Et bien sûr, il manque quelques matériels. Les kits de lavage, donc les imams et les responsables du marché et les transporteurs. Tout le monde a formé les requêtes pour qu'on puisse être doté de suffisamment de kits de protection. La population, consciente de la menace de la pandémie dans le monde, observe selon les moyens de bord les mesures de prévention. Cependant, les transports et les marchés échappent pour le moment aux mesures sanitaires en vigueur contre le Covid-19. La Croix-Rouge, de son côté, poursuit son opération de distribution des kits de lavage de mains. La priorité est donnée aux localités frontalières, comme ici à Heramakono et Sonkoya, 2 des 6 sous-préfectures limitrophes de la Sierra Leone. Nous avons jugé nécessaire de dispatcher ces kits de lavage des mains dans les 11 sous-préfectures de Farana, plus la commune urbaine. Apparemment, Heramakono a beaucoup de zones frontalières avec la Sierra Leone, qui fait que la sous-préfecture est très vulnérable à beaucoup d'épidémies. Les autorités sanitaires de Farana et leurs partenaires multiplient les concertations pour définir des stratégies de prévention contre la maladie à coronavirus. Actuellement, beaucoup prennent les avions, ils viennent atterrir à Sierra Leone et ils prennent les véhicules pour entrer. Donc à ce niveau, on a envisagé vraiment de renforcer. Il y a même une mission de l'OIM qui est attendue à Farana qui va venir travailler. On va travailler par rapport à ça pour le renforcement de la surveillance au niveau des points d'entrée. À ce jour, aucun cas n'est confirmé dans la préfecture de Farana. Même vigilance à Kankan, les autorités sanitaires renforcent la sensibilisation. Elles appellent les citoyens à observer les mesures barrières pour se protéger contre la maladie. Abouakar Diaby. À Kankan, le respect des mesures d'état d'urgence sanitaire et surtout les actes de prévention du Covid-19 sont d'actualité. Elles sont observées par les populations. Partout, les kits sanitaires sont perceptibles et prêts au lavage des mains. Nous avons installé les désinfectants au niveau de la réception, au niveau de la porte, même au niveau de la cuisine. Ici, comme le gouvernement a si précisé, les regroupements sont interdits. Au fait, on reçoit les gens d'abord en lavant leurs mains, en prenant leur température, puis on le reçoit dans l'hôtel maintenant. En dépit de l'engagement des populations à respecter les principes de prévention du coronavirus, les forces de l'ordre et de sécurité sont mises à contribution pour faire respecter les interdictions ici à Nabaya. Les mesures prises déjà arrangent toute la population et je m'en réjouis parce que la population de Kankan a effectivement respecté ces mesures dictées par le chef de l'État. Nous, à notre niveau, nous faisons appliquer, parce que les services de sécurité sont en ville, contrôlés partout où un regroupement puisse s'effectuer. Même les marchés, nous cherchons à ce que les gens puissent avoir des dispositions un peu plus modernes pour éviter cette contamination. À Kankan, des lieux autrefois très fréquentés par la population sont aujourd'hui déserts. Ils ont tous fermé suite au décret d'état d'urgence sanitaire.
Et avant, il y avait plein de personnes qui venaient, et surtout à ces heures pareilles. Mais maintenant, comme le président a parlé, on a aussi joué nécessaire d'obéir ce qu'il a dit. On cherche et on prie Dieu que la pandémie s'éloigne de nous et que Dieu nous protège. En Guinée, le dernier bilan fait état de 16 cas confirmés du Covid-19 avec 0 décès. De quoi renforcer les dispositifs sanitaires à tous les niveaux pour parer à d'éventuels cas de contamination en Guinée. Et puis, communiqué conjoint du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, du ministère de la sécurité et de la protection civile et du ministère de la santé. Conformément à l'état d'urgence entré en vigueur depuis le 27 mars 2020, le ministère de la sécurité et de la protection civile rappelle que toutes les frontières terrestres sont fermées, entrée et sortie pour tous les voyageurs en dehors du transport des marchandises pour une durée de 30 jours renouvelable. Pour les transports de marchandises, le nombre de convoyeurs est limité à 2 apprentis et 1 chauffeur. À leur entrée sur le territoire national, ils seront soumis au suivi comme contact durant 14 jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance sous la coordination des autorités des 2 pays. Les transports en commun de la ville de Conakry seront soumis à une limitation de passagers. 3 passagers par voiture, 1 par moto et 7 à 10 par minibus. En ce qui concerne les lieux publics, tous les rassemblements d'enseignement, tous les établissements d'enseignement préuniversitaire, primaire, secondaire, professionnels et universitaires seront fermés pour une durée de 14 jours renouvelables si nécessaire. Tous les bars, salles de jeux, de spectacles, de cinéma et autres lieux de rassemblement seront fermés pour une durée de 14 jours renouvelables. L'accès aux lieux publics et privés, marchés, restaurants, banques, se fera sous condition du respect des gestes barrières sanitaires. Installation de kits de lavage des mains, distanciation de 2 mètres. Tous les rassemblements sont limités à 20 personnes. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu'à nouvel ordre. Les ateliers et les formations réalisées à l'intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de 20 participants maximum et seront organisés dans les conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toute exception à cette décision nécessiteront l'accord préalable du ministère de la Santé. Toutes les compétitions sportives et événements culturels sont interdits. Tous les voyages non essentiels dans les pays où ont été confirmés plus de 50 malades du Covid-19 seront reportés. Les lieux de culte, mosquées et églises sont fermés pour une durée de 14 jours renouvelables. Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites. Ces mesures strictes ont été prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus avec comme objectif de combattre et prévenir sa propagation à travers le pays. Il est malheureusement constaté que certaines de ces mesures ainsi que celles qui étaient déjà en vigueur ne sont pas systématiquement respectées. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en appelle au civisme de tous et de chacun car le non-respect des dites mesures constitue une mise en danger de la vie d'autrui. Il rappelle qu'au terme du Code de santé publique et du Code pénal, quiconque par sa conduite facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse s'expose à des poursuites judiciaires. Ont signé le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Santé. Santé toujours, mais on parle d'autre chose, précisément de la première étoile d'or remportée par l'hôpital régional de Mamou. Une distinction pour couronner la qualité de sa prestation. L'établissement sanitaire va bénéficier d'un accompagnement de l'USAID. Reportage Mamadou Paté Baldé. Depuis 2017, l'hôpital régional de Mamou est couvert par le projet Haute qualité de services de santé pour le développement. Financé par l'USAID, le projet HSD a enregistré des progrès remarquables en matière de soins obstétrico-néonatales d'urgence, la planification familiale et la prévention contre les infections. Au terme de différentes évaluations effectuées, l'hôpital régional de Mamou a été retenu comme site performant en assurance qualité basé sur le standard de performance globale avec 54% à l'évaluation de base contre 85% à la validation finale par le ministère de la Santé. Ayant gagné cette première étoile d'or, nous nous sommes proposés d'ici juin de gagner une deuxième étoile d'or et successivement une troisième étoile d'or pour être performants à chaque instant et à tout moment. Nous agissons aujourd'hui
sur 3 volets. Le volet SONU, entendez par là, les soins obstétricaux néonatales d'urgence, une structure de santé qui est intégrée, qui capitalise des bons résultats en SONU, est l'un des critères de choix. Et deuxième critère de choix, c'est le volet PF, la planification familiale, qui rentre aussi chez nous en Guinée et de par le monde entier dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Et le troisième volet, c'est le volet PCI. Le volet PCI, c'est la prévention contrôle des infections, qui nous permet vraiment de ratisser, de mettre de la qualité à la disposition de nos populations pour leur faire éviter toute forme d'infection. L'hôpital régional de Mamou fait donc partie des 10 structures de santé de la région intégrées au processus SBMA-JPAIGO. Je vous exhorte à plus d'efforts participatifs pour une meilleure amélioration de la qualité des services au profit des populations desservies. Chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans magnifier l'engagement politique du gouvernement guinéen et de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration notable des conditions socio-économiques et sanitaires de notre pays. L'hôpital régional de Mamou fait partie désormais des 7 plus performantes structures de santé de la région en assurance qualité. Pour l'aider à mieux maintenir les indicateurs de performance, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, a offert des consommables de matériel, d'équipement ainsi que des témoignages de satisfaits en guise de reconnaissance pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans la région. Lutte contre la migration irrégulière, l'OIM renforce sa collaboration avec les femmes journalistes. L'idée, c'est de permettre à la corporation au cœur, c'est de mettre la corporation au cœur du combat. Le partenariat est lancé et la sensibilisation devrait commencer bientôt. Fatima Diallo. La migration touche 1/7 de la population mondiale, selon les chiffres de 2018 de l'Organisation internationale pour les migrations. Les jeunes sont les principaux concernés par ces déplacements irréguliers. Pour freiner les mouvements migratoires, une campagne innovante est lancée. Il s'agit d'une sensibilisation qui sera pilotée par les migrants retournés. Ils vont partager leur vécu sur la route de la migration avec les candidats à l'aventure incertaine. J'ai été en aventure. Les causes qui m'ont poussé, il y a de ces causes qui sont personnelles à moi aussi. Mais je sais que la vie est une question du temps. Les rêves, ça reste toujours les rêves. Mais moi, je ne souhaiterais à aucune fille de faire comme moi. L'idée du 8 mars, on avait souhaité réunir des journalistes femmes pour leur présenter le projet, puis pour discuter de collaboration future, voir comment ces volontaires pourraient être invités dans les médias pour parler du projet, pour faire de la sensibilisation et associer ces journalistes en fait au message de sensibilisation. Cette rencontre est le point de départ d'une collaboration entre les journalistes et l'Organisation internationale pour les migrations. Elle va faciliter la synergie d'action entre les migrants retournés et les femmes de médias. Nous, on a la possibilité d'avoir nos médias comme armes. On essaiera de les impliquer plus, de les accompagner, de les coacher dans nos différentes émissions et de pouvoir leur donner l'antenne parfois ou sinon de produire des contenus pour essayer de limiter au maximum les voyages, les traversées sur la Méditerranée. Par le biais des médias, la lutte contre la migration irrégulière va s'intensifier. Un site web créé à cet effet va relayer les productions médiatiques et les communications des migrants messagers. En parlant de féminisation, la production agricole est aussi en bonne voie. Les femmes sont au premier rang de la politique de développement rural. Au ministère de l'Agriculture, on réfléchit sur la mise en place d'un plan national d'investissement et de sécurité alimentaire. Explication Diamokaba. Ouvrières des différentes exploitations agricoles, les femmes sont au cœur du plan national d'investissement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle du ministère de l'Agriculture. Un plan dont l'un des fils conducteurs est la prise en compte des préoccupations de ces millions de braves actrices du développement rural, des femmes incontournables dans les grands bassins de production du pays.
Le secteur agricole recèle beaucoup d'efforts féminins et les femmes sont au maraîchage, même la culture des céréales. Vous avez vu un peu chez nous le fonio qui prend de l'essor grâce aux femmes et surtout ces femmes-là appuyées par le professeur Alpha Condé quant à la livraison à temps des intrants. Au ministère de l'Agriculture, l'encadrement fait de l'effort pour accompagner toutes ces femmes. C'est pourquoi je dis qu'avec les femmes, on peut mieux réussir l'agriculture. Aux différents sommets annuels continentaux du Rwanda et du Maroc, les dirigeants africains se démarquent par l'idéal de promouvoir une politique agricole commune, une politique tenant compte de la question de genre, un volet valorisé par le cadre du partenariat pays 2018-2023 entre la Guinée et la Banque mondiale. La femme joue un rôle extrêmement important, non seulement dans l'agriculture, mais dans la cohésion sociale et le bien-être familial dans toutes les sociétés du monde. Et nous avons tous tardé à reconnaître cela. Je pense que c'est une correction qu'il faut apporter maintenant. Déjà, les projets que nous avons en cours travaillent déjà là-dessus, comme le projet de développement intégré de l'agriculture, comment aider à mieux structurer les chaînes d'approvisionnement, notamment à partir de la production jusqu'à la consolidation. Maintenant, comme vous le savez, il n'y a pas énormément d'investissement dans l'aval des chaînes de valeur en Guinée. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde avec une approche multidimensionnelle. J'en félicite le président Alpha Condé parce qu'il est vraiment engagé pour la transformation du secteur agricole. Comme on le sait que la Guinée a des potentiels agricoles et la Guinée peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest pour nourrir l'Afrique de l'Ouest. Et j'en félicite son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, pour le leadership qu'il prend sur le problème de la sécurité alimentaire. Dans le registre de la coopération agricole, en plus du projet pour le développement intégré de l'agriculture guinéenne de plus de 40 millions de dollars, le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée est aussi lancé avec une enveloppe de 120 millions de dollars. Un investissement de promotion rurale dont les 30% sont dédiés à l'autonomisation féminine. Dans le même registre, je vous amène à la découverte de Sayo Condé. Cette amoureuse de la nature s'illustre dans la transformation du riz. Dame Sayo est le parfait exemple de l'engagement des femmes dans la filière agricole. Pour boucler ce mois de la femme, la rédaction du journal télévisé a décidé de rendre hommage à cette grande figure du monde rural. Reportage portrait avec Fodé Camara. Type familial, l'agriculture guinéenne offre un tableau d'une mosaïque d'activités où les femmes occupent tous les maillons de la chaîne de valeur des différentes filières, du maraîchage à la riziculture. Ça et là, de petites mains très habiles s'occupent du repiquage et des autres phases de la filière riz. À titre illustratif, à la périphérie du centre-ville de Farana, au quartier abattoir, l'union d'Ennabalo, en français nourriture des enfants, se professionnalise dans l'étuvage, à l'image de Sayon Sarankondé, une étudiante diplômée de l'Institut supérieur agronomique de Farana. Depuis en 2012, j'ai terminé les études à l'université à l'ISAV ici, mais comme le problème d'emploi actuellement c'est pas facile, et je me suis rencontrée avec cette union-là. Je dis vraiment, je veux adhérer à votre union si ça vous plaît. Elle aussi, elle était très contente parce qu'il n'y avait pas d'intellectuels parmi elles. La présidente me dit que ça fait des quinzaines d'années, depuis qu'elle était jeune, elle est dans l'étivage. Mais que les femmes qui sont intellectuelles de la ville, s'il y a des bailleurs qui viennent et disent « Ah, est-ce qu'il y a un groupement pour l'étivage ?» On les invite pour les exploiter. Il n'y avait pas d'intérêt. Donc s'il y a une intellectuelle parmi elles, que vraiment ça va les plaire. Grâce au nouveau complexe d'étuvage réalisé par le Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, l'année dernière, cette union a étuvé et revendu 337 sacs de riz de 100 kg, soit plus de 30 000 kg de riz. Derrière cette performance de sécurité alimentaire se cache une histoire d'amour. La secrétaire de l'union d'Ennabalo a choisi l'étuvage
pour aider son mari grand producteur à nourrir et entretenir la famille au prix de 1000 sacrifices. J'ai fait département génie rural. Diplôme obtenu, c'est la construction. Mais comme j'ai vu que vraiment je suis dans un foyer polygame, sinon j'avais eu un premier contrat à Yomu, la construction de la mairie de Yomu, mais ça a continué à l'opération de ma coépouse et mon mari, il a demandé d'alliance que vraiment madame, si toi tu pars pour ton travail, il n'y a personne à la maison, les enfants sont là-bas, il m'a dit ça, donc il est allé voir mon oncle paternel, lui il a dit on t'a donné un mariage, c'est lui, ne voit pas qu'il est très, mais comme il t'a soutenu depuis le lycée, il t'a soutenu jusqu'à la sortie de l'université, le problème d'emploi viendra, mais patiente-toi, ne va pas. Si tu laisses ta famille dans cet état, c'est pas bon pour toi, même si tu gagnes des millions là-bas. Quand nos femmes travaillent ici, le gain enregistré permet de combler le vide dans la famille. En matière d'entretien des enfants, notamment la scolarisation et les soins de santé. Aujourd'hui, je n'ai plus de soucis. L'union de nos femmes fait du succès, car le riz qu'elles étuve résiste longtemps. Il peut même être consommé le lendemain. Dans le monde rural, les femmes occupent quasiment tous les segments. En élevage, elles sont présentes de l'étable à la table. Dans le registre agricole, du repiquage à l'étuvage jusqu'à la commercialisation et la préparation des mets succulents, les femmes font feu de tout bois pour satisfaire quotidiennement tous les caprices alimentaires du mari et des enfants. Près d'1,4 milliard de nos francs, c'est le montant alloué à la commune urbaine de Bofa au compte de l'ANAFIC. En plus de cela, elle bénéficie aussi de 15 milliards pour des projets de développement de la localité. Le maire de Bofa vient de visiter les différentes infrastructures en cours de réalisation. Reportage Mohamed Touré, Yaya Silla. À Bofa, les projets financés par l'ANAFIC avancent à grands pas. À ce jour, un poste de santé à Lonking, à 26 km de la commune urbaine, est à 80% de réalisation. Plus loin, une école primaire de 3 classes est presque terminée à Yengeya, à environ 20 km de la commune urbaine. C'est la première infrastructure de la localité depuis l'indépendance. Une autre école primaire est également en construction sur les îles à Sakama. Tout comme l'ANAFIC, les projets de développement durable de la pêche artisanale avancent aussi. C'est le même constat au marché central et au port de pêche de Bofa et de Walia. Comme vous le voyez si bien, les travaux sont beaucoup avancés. Nous avons terminé la toiture du bâtiment. Le crépissage est à plus de 80%. Donc, ce qui reste, c'est le scellement des ouvertures qui sont presque à terme de fabrication. Donc, les ouvertures seront là très bientôt. Il s'agit du scellement de ces ouvertures, le carrelage de la toilette du logement du chef de centre et les parties à carreler ne sont pas assez grands. Donc, c'est ce qui reste comme reste des travaux. Toutes ces actions sont à l'actif du président de la République et des partenaires au développement comme l'AFD et le Fonds des Nations Unies pour l'équipement. Après avoir visité ces chantiers, le maire de la commune urbaine de Bofa a salué l'avancée des travaux. Nous avons trouvé que les travaux avancent convenablement selon le cahier de charge et nous avons aussi visiter les projets financés aussi par les ressources propres de la commune. Il s'agit de la rénovation de notre mairie. Donc, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux et nous avons recommandé à toutes les entreprises, après quelques instructions que nous avons données, et de livrer les ouvrages dans le délai contractuel. Et c'est le lieu aussi de remercier très vivement M. le Président de la République pour sa vision dans le cadre de développement de nos collectivités avec l'ANAFIC, mais aussi tous nos partenaires techniques et financiers qui nous ont assistés à financer aussi les projets de FICOL.
Cette visite du maire de Boffa sur ces différents chantiers est l'une des préalables au décaissement de la 3e tranche de paiement pour les entreprises en charge des travaux. Il en a profité pour appeler les travailleurs au respect strict des mesures de prévention contre le Covid-19. On a frôlé le pire à Dixine. La station Shell était visée par un groupe de malfrats qui voulait y faire exploser une voiture piégée. Heureusement que le comité d'autodéfense du quartier et les vigiles ont réussi à déjouer le coup. Un responsable de cette tentative a été mis aux arrêts. Morikaba. Il fait partie d'un groupe de bandits qui a failli perpétrer un crime odieux contre la station-service Shell de Dixine et les populations riveraines. Le groupe a poussé cette voiture bourrée d'explosifs jusque sous la pompe avant d'allumer le feu. Saisie du dossier, la brigade de recherche de Matam a ouvert des enquêtes. C'est le samedi 21 mars 2020, aux environs de 20h. Le sieur Boubacar Diallo, ici présent, né en 1977 au Sénégal, économiste de profession domicilié au kilomètre 36, nous a été déposé par une équipe de patrouille de la gendarmerie pour acte de terrorisme, usage d'explosifs et association de malfaiteurs. Dès qu'on nous a déposé M. Boubacar Diallo, immédiatement nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté avec les explications du vigile que c'est ce dernier qui a eu à surveiller ces manœuvres dans l'enceinte de la station Shell qui est à Dixine. C'est ce dernier qui a permis à le maîtriser au moment où il s'apprêtait à monter sur la moto pour s'enfuir, après avoir descendu dans le véhicule et mettre le feu dessus. Dans le véhicule, il a été constaté qu'il y a des grenades à l'intérieur, plus un cocktail Molotov et un bidon d'essence. Plusieurs parties du véhicule ont été enduites d'essence pour que les choses puissent se passer comme prévu. Vu l'intervention, la vigilance du vigile, il a été maîtrisé et la population a apporté secours qui ont permis de pousser le véhicule hors de la station Shell et l'envoyer de l'autre côté de la chaussée où elle a été garée et le feu a pu être maîtrisé. Monsieur Boubacar Diallo a été entendu et a reconnu les faits et les circonstances de son interpellation. Vu que ce n'est pas la première fois qu'un véhicule soit incendié et surtout au sein d'une station, nous appelons la population à être très vigilante pour ne pas que ce genre d'action puisse vraiment réussir dans notre pays. Mon rôle, ce qu'ils m'ont expliqué, c'était tout simplement d'allumer, il y a une torte de Koya là-bas, il y avait une mèche dedans, c'est ce que je devais allumer, arriver aux stations. Donc il y a un monsieur qui m'attendait au niveau avec un motard. Je suis allé au niveau du station Total. J'ai beaucoup hésité, donc finalement j'ai allumé. J'ai voulu partir, donc le vigile m'a rattrapé. C'était tout simplement pour faire peur, pour dissuader la population d'aller voter le lendemain. D'aller voter le lendemain. Okay. Ah, donc votre mobile, c'était d'empêcher la population de voter? C'est pour les empêcher de voter, c'était pour faire peur pour que la population ne parte pas voter le lendemain, pour le référendum. Sauf qu'au départ, ils m'ont donné 300 000. C'est ce que j'avais. Sinon, il n'y a pas eu un marché concret entre nous. La seule motivation, c'était pour empêcher les élections le lendemain. Mais je vous dis que je regrette sincèrement. Je regrette sincèrement et je demande pardon à la population guinéenne et je ne referai plus ce genre d'acte. Si le groupe réussissait son acte ignoble, il mettrait la vie de milliers de citoyens en danger. Heureusement, la vigilance de l'agent de sécurité de la station-service, avec l'appui des chiens de Dixine, a permis d'éviter le pire. Il y a une voiture couleur grise, dont à bord il y avait un jeune qui était suivi d'une moto TVS bleue. Quand il est venu, il a garé la voiture au niveau de la première pompe d'essence. Le vigile a intervenu pour lui dire qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de vente. Le vigile lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous insistez? Je crois, par les propos du vigile, il aurait déclenché un explosif
au niveau du côté chauffeur. Donc le vigile l'a suivi. Entre-temps, les jeunes se sont mobilisés. Moi qui vous parle, j'ai pris la moto pour pouvoir déséquilibrer la moto. Donc ils ont glissé à quelques 10 mètres. Moi j'ai pris un caillou pour le cogner. C'est ainsi qu'Ibrahim Djiboité l'a pris sur son col. Si les grenades s'exposaient, ça allait prendre au moins 500 mètres de rayon. Vous savez, quand vous prenez derrière la station et devant la station, il y a plus de 500 à 100 personnes qui y vivent. Vraiment, l'impact pouvait attaquer à toutes ces familles qui vont périr dans cet accident. Je dirais merci à toute la jeunesse de Dixine Centre 1. Dès que ce problème-là s'est posé, ces jeunes-là se sont interposés. Ils ont interpellé le jeune en question. Alerté, le service de déménage du bâton du quartier général de Kansamori s'est rendu sur les lieux. Il a fallu des heures pour désamorcer les explosifs à la grande satisfaction des populations de Dixine. Sur un autre plan, après les violences enregistrées les 22 et 23 mars dernier à Zérokoré, l'heure est à la réconciliation entre les communautés vivant dans la préfecture. Une réunion de toutes les parties prenantes s'est tenue ce samedi sur les voies et moyens pour une paix durable dans la localité. L'ancien Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saloupaï sont nos correspondants basés dans la région. Pour enterrer la hache de guerre, les différentes communautés se sont retrouvées ce samedi à la préfecture pour une réunion de sortie de crise. On a donné la parole à tout le monde, alors que chacun s'est exprimé, c'était de savoir pourquoi ça a Zérokoré. Après avoir signé un pacte depuis les 91, 2013 jusqu'à maintenant, la même chose continue. Donc il fallait qu'on donne la parole à tout le monde et c'est ce qui a été fait. Chacun s'est défoulé, chacun a parlé, mais la seule question est de savoir maintenant quelle solution trouver pour que maintenant plus jamais ça a Zérokoré. Donc c'est ce qu'on va voir. En tout cas, tous ceux qui sont arrêtés, le collègue Keguro a été très clair. Tous ceux qui ont été arrêtés avec les armes seront traduits devant les tribunaux. Au menu des échanges, les tristes souvenirs des violences enregistrées depuis 1991 dans la région. Cela pour attirer l'attention de tous sur la nécessité d'une paix durable. Je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a vu plus loin, qui a accepté de faire déplacer ses fils. D'abord concernant la campagne, le colonel Pivi était là. Il a fait son mieux avec nous et après, lorsque la crise a été déclenchée, il a dépêché le colonel Tebro qui est venu travailler avec toutes les autorités, gouverneurs, préfets et maires. C'est le moment encore de dire merci à ce gouverneur qui est à l'avant-garde, qui chaque fois qu'il y a problème, il nous réunit rapidement et on prend des dispositions. En matière de guerre, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Nous regrettons amèrement de ce qui est survenu des 22, 23 et 24. Nous le regrettons amèrement. Mais nous, jeunesse vraiment des Zérokoré, que ce soit Konia, que ce soit Belé, que ce soit Manon et tant d'autres, nous tendons la main à tous nos collègues pour qu'ils viennent. Il y a une tâche qu'ils nous ont vraiment confiée pour qu'on essaye vraiment d'établir, d'élaborer vraiment un thème de référence pour poser vraiment des actes concrets que nous devons vulgariser aujourd'hui auprès vraiment des différentes communautés afin qu'il y ait vraiment un climat de paix dans notre cité. Sages de la ville, autorités religieuses, civiles et militaires, ainsi que les communautés vivant dans la préfecture s'engagent au sortir de cette rencontre à cultiver désormais un climat de concorde sociale et de paix dans la préfecture de Nzérékoré. En bref, pour boucler ce journal, des informations traitées sous forme de télégramme, images et commentaires avec Moussa Bangoura. L'antenne régionale Askat Kindia libère sa toute première promotion. Au nombre de 50 stagiaires, ces volontaires reçoivent leur attestation après 18 mois de formation. Ils ont été formés en agropastoral. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Outre la remise de diplômes, de nouvelles salles de classe ont été aussi inaugurées. Un accompagnement du PNUD qui permet à l'agence de recruter plus de volontaires pour le bien des jeunes de la région de Kindia. C'est une dynamique qui est enclenchée à la SCAD, qui est au SCAD de Kindia, qui est le premier laboratoire de la formation des métiers agro-pastoraux. Donc qui, dans sa première composante de 50 jeunes, dont 25 filles, se termine avec succès. Pour ceux qui ont opté pour des emplois salariés
ont déjà trouvé du travail qui constitue 51% de l'effectif et les autres, c'est en cours de mise en place de leur création d'emplois. À Bessia Port 2 de la commune de Matoto, un fils du quartier offre des kits sanitaires à la population. Des kits pour permettre aux citoyens de se laver régulièrement les mains pour éviter la propagation du Covid-19 dans leur secteur. C'est une première fois, à part mon quartier Bessia Port 2, après dans les autres différents quartiers aussi et communes. Le conseil que j'ai à donner à la population, c'est d'éviter non seulement l'agroupement, là où il y a trop de monde, et d'éviter de s'allier avec les mains, avec les accolades. C'est une façon aussi d'éviter la maladie virus Covid-19. C'est parti pour les travaux d'entretien de pistes rurales et de reconstruction d'ouvrages de franchissement dans la préfecture de Forêt-Caria. Ici, c'est un projet de construction d'un pont de 16 mètres linéaires sur le cours d'eau d'Oto au PK19 de la piste Kalia. En plus de Kalia, 2 communes rurales de Forêt-Caria bénéficient aussi de ce projet. Il s'agit de Benti et de Farmouria. Dans ces localités, les travaux d'entretien mécanisé des pistes rurales sont engagés pour un délai d'exécution de 4 mois. Le bureau technique du génie rural de Kindia supervise les travaux sous le financement du fonds d'entretien routier. Notre direction doit suivre avec attention le déroulement des travaux. Nous aurons un contrôleur sur le terrain qui suivra les travaux du jour au jour. Et la direction régionale qui est à Kindia viendra périodiquement vérifier si les travaux sont dans les normes et si le contrôleur fait son travail correctement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Demain, les éditions de la journée seront présentées par Seydou Diallo et le 20h30 par Falilou Diallo. Bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous. Bonsoir et à très bientôt.